Depuis le 28 février, l'offensive israélo-américaine en Iran a plongé le Moyen-Orient dans la guerre. Sur le papier, le rapport de force est déséquilibré. D'un côté, les USA et Israël, deux des armées les plus puissantes du monde. We have the strongest and most powerful by far military in the world. De l'autre, l'Iran, qui dispose d'équipements militaires vieillissants et qui est soumis aux sanctions internationales depuis des décennies. Et pourtant, malgré l'assassinat du guide suprême et de plusieurs hauts dignitaires iraniens le premier jour du conflit, le régime ne s'est pas effondré. Mais alors, comment l'Iran résiste-t-il? Et surtout, pourquoi ce conflit pourrait durer bien plus longtemps que ce que Donald Trump avait annoncé? We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Le régime iranien aujourd'hui sait qu'il ne peut pas vaincre en fait Israël et les États-Unis dans une guerre conventionnelle, et donc son objectif c'est plutôt d'imposer un coup qu'il soit militaire, économique ou politique aux adversaires d'une part, et de faire durer le conflit d'autre part. La guerre asymétrique permet de paralyser un ennemi beaucoup plus fort que soi. Mais alors, en quoi ça consiste concrètement? L'Iran a déployé plusieurs tactiques. Frappe contre ses voisins, cyberattaque, pression sur les prix du gaz et du pétrole et activation de ses proxys dans la région comme le Hezbollah libanais ou les milices chiites en Irak. Pour imposer un coup, le régime applique en fait ce que les analystes appellent une escalade horizontale. Donc concrètement, ça signifie multiplier les zones de tension, impliquer des acteurs comme par exemple les pays du Golfe et transformer une confrontation directe en une crise régionale qui est plus large pour justement changer le calcul stratégique de l'adversaire. Dès le début des frappes israélo-américaines, l'Iran a répliqué en frappant ses voisins du Golfe. Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, le régime a même frappé l'Arabie saoudite avec qui les relations s'étaient pourtant réchauffées ces dernières années. S'attaquer à ses voisins est un pari très risqué pour l'Iran qui pourrait les pousser davantage à se rapprocher du camp américain. Mais alors, pourquoi le régime iranien cherche-t-il à régionaliser le conflit? Pour le régime iranien, l'idée, ça semble être de vouloir faire pression sur les capitales de la région afin qu'elles fassent elles-mêmes pression sur Washington en faveur d'un cessez-le-feu, justement parce que leur prospérité en fait économique dépend de la stabilité régionale. Si l'on prend l'exemple de Dubaï aux Émirats arabes unis, la ville a bâti son succès sur la stabilité régionale et voit aujourd'hui sa prospérité fragilisée par les attaques de drones iraniens. Dans cette logique d'enlisement, l'Iran peut compter sur un allié, le temps, car plus la guerre dure, plus le coût augmente pour Israël et les États-Unis. Un coût militaire déjà, puisque sur les 20 premiers jours de l'offensive, les Israéliens auraient dépensé plus de 6 milliards de dollars. Les États-Unis, eux, ont dépensé sur les 6 premiers jours de l'offensive plus de 12 milliards de dollars. Selon le Washington Post, le Pentagone aurait réclamé au Congrès une rallonge budgétaire de 200 milliards de dollars pour financer la guerre en Iran. I think that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys. Un coup politique aussi, car contrairement au régime iranien, Donald Trump doit rendre des comptes à sa population. Alors que l'opération militaire interroge une partie de son électorat, certains soutiens commencent déjà à le lâcher. It seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed. The only reason we're having this war is because Israel wants it. Do not vote in the midterms, and if you do, vote for Democrats. This. Des défections qui pourraient lui porter préjudice lors des élections de mi-mandat en novembre prochain. Donc l'Iran a tout intérêt à ce que le conflit s'éternise. Et dans cette perspective de gagner du temps, l'Iran a un levier, bloquer le détroit d'Ormuz. Long d'une trentaine de kilomètres, le détroit d'Ormuz est un passage maritime au sud de l'Iran qui connecte l'océan Indien au golfe Persique. C'est aussi et surtout un carrefour stratégique pour le transport pétrolier. 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Une ressource essentielle pour l'Asie, 57% du pétrole chinois provient du Moyen-Orient. Et depuis le début de l'offensive israélo-américaine, le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Résultat, aucun tanker ne peut traverser le détroit sans risquer d'être la cible de frappes iraniennes. L'effet dissuasif est particulièrement visible lorsqu'on compare la carte du trafic avant et après le début du conflit. Pour débloquer le détroit, Donald Trump a menacé de frapper l'Iran 20 fois plus durement. They'll get hit at a much
harder level. Ça, c'était le 9 mars, mais près de 3 semaines plus tard, le détroit est toujours bloqué. Avec le trafic maritime paralysé, les pays producteurs de pétrole de la région ont annoncé réduire leur production, faisant grimper rapidement le baril au-dessus de $100. Pour empêcher la flambée des prix du pétrole et du gaz, l'administration américaine a assoupli pour un mois les sanctions contre la Russie. We're gonna take those sanctions off till this straightens out. Donc pour l'instant, les grands gagnants de la guerre, c'est les Russes, qui auraient engrangé déjà plus de 6 milliards d'euros depuis le début du conflit. D'après une estimation du Financial Times, la Russie engrangerait près de 150 millions d'euros par jour. De son côté, l'administration américaine a tenté de rassurer les marchés en annonçant que l'armée allait escorter des pétroliers dans le détroit. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. Sauf que les jours passent, le détroit reste bloqué et toujours aucun signe d'escorte militaire. We're dealing with, we have been dealing with it, and don't need to worry about it. Pas besoin de s'inquiéter, mais quand même, Donald Trump a fini par réclamer l'aide de ses alliés européens et asiatiques. Are you confident that France will help with the reopening of Strait of Hormuz? Yeah, I mean, sure. I think he's gonna help. Jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. La France, le Japon, l'Australie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, tous ont refusé de prêter main forte aux États-Unis. Sans doute parce qu'ils ne souhaitent pas prendre part à un conflit sur lequel ils n'ont même pas été consultés au préalable. Quoi qu'il en soit, Donald Trump n'a pas trop apprécié. Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. This was a great test, because we don't need them, but they should have been there. Le problème, c'est que sécuriser le détroit d'Ormuz, c'est pas aussi simple. L'Iran aurait commencé à disposer des mines marines dans le détroit. Téhéran possède aussi environ 200 petits navires vedettes équipés de mitrailleuses, de drones et de missiles de croisière. Des patrouilleurs low-cost parfaits pour mener une guérilla navale et suffisants pour bloquer le détroit, malgré les 2 porte-avions américains déployés dans la région. Donc dans l'état actuel des choses, aucun pétrolier ne va se risquer à traverser le détroit. Cette menace de crise énergétique mondiale, elle fragilise surtout Donald Trump. C'est lui qui a déclenché cette guerre, et même si les objectifs affichés sont flous, il a besoin de résultats, et rapidement. Alors que le régime iranien, lui, il ne cherche pas à gagner, mais plutôt à ne pas perdre. Le régime iranien sait très bien qu'une guerre longue aujourd'hui serait impopulaire pour l'administration Trump et parmi l'opinion publique américaine. Donc c'est vrai qu'en impactant le prix du pétrole et du gaz, justement, le régime essaye d'exacerber, on va dire, les divisions. À présent, intéressons-nous à ce qui symbolise la capacité de nuisance de l'Iran dans cette guerre d'usure, les drones. Shahed 136, c'est le modèle de drone au cœur de la stratégie asymétrique de l'armée iranienne. Il permet de faire beaucoup avec peu. Beaucoup car avec sa portée maximale de 2500 km, il peut atteindre Mumbai et Athènes. Sa vitesse maximale de 190 km/h est relativement lente par rapport à des missiles conventionnels, mais son vol à basse altitude lui permet de passer sous la plupart des radars adverses. Les Shahed sont difficiles à intercepter et ils sont souvent lancés depuis des positions qui sont relativement proches et ce qui complique leur détection. Le 14 mars, l'armée iranienne a publié cette vidéo d'un drone survolant une base américaine en Irak sans être repéré. Contrairement aux missiles, les drones n'ont pas besoin de base de lancement fixe. Ils peuvent être tirés depuis un camion par exemple, ce qui les rend difficiles à détecter et à neutraliser. Mais le principal atout du Shahed 136, c'est son coût, entre 20 et 50 000 $, un prix très bas qui permet à l'Iran d'en produire rapidement et en grande quantité. C'est vrai que la question des stocks est évidemment essentielle. Il faut savoir que le système est quand même très opaque, donc on a seulement une idée de ce qui est réellement en stock en Iran aujourd'hui. On sait qu'ils peuvent produire environ 50 drones par jour et qu'ils en ont plusieurs milliers. Donc résultat, même si beaucoup et une part non négligeable en fait des drones sont détruits, il y a quand même une partie qui réussit à passer. Their one-way attack drones yesterday, down 95%. Depuis le début du conflit, seuls 6% des drones iraniens atteignent leur cible. Mais même lorsqu'ils sont interceptés, ils imposent un coût important à l'adversaire car Israël et les États-Unis utilisent des systèmes d'interception très coûteux. Par exemple, un missile Patriot coûte environ 3,5 millions de $, c'est 70 fois plus qu'un drone Shahed. Les pays du Golfe auraient, donc il y a une estimation, une fourchette quand même, auraient dépensé 5 à 10 fois plus dans leur défense que les armes utilisées par l'Iran aujourd'hui pour les viser.
Low cost et difficiles à intercepter, ces drones sont souvent déployés en essa, ce qui permet de saturer les défenses adverses, ouvrant la voie aux missiles balistiques. Avec ses milliers de missiles balistiques de croisière, l'Iran possède l'arsenal de missiles le plus important et le plus diversifié du Moyen-Orient. Selon un décompte du cabinet de conseil Risk Intelligence, l'Iran a mené plus de 1000 frappes de missiles et près de 3000 attaques de drones au cours des 3 premières semaines du conflit. Pour faire face aux attaques iraniennes, les États-Unis ont transféré du matériel de défense antimissile de Corée du Sud vers le Moyen-Orient. Un redéploiement qui pourrait peser dans le rapport de force entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Car depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, Kim Jong-un multiplie les essais de tirs de missiles de croisière. Le nerf de la guerre, c'est l'épuisement des stocks. Et force est de constater que les systèmes de défense ne sont pas adaptés aux attaques de drones iraniens. Les systèmes de défense israéliens, ou ceux par exemple des pays du Golfe, sont souvent conçus pour intercepter des missiles balistiques et moins des drones lents et nombreux. Dans cette guerre des drones, les Américains ont fait appel à l'Ukraine, qui en a abattu des dizaines de milliers depuis le déclenchement de la guerre par la Russie. L'armée ukrainienne a développé un système d'intercepteurs spécifique et peu coûteux, des petits drones qui rattrapent les drones russes et les détruisent en vol. Alors Trump qui sollicite l'aide de Zelensky, c'est un peu, ironique, si on se rappelle leur première rencontre dans le bureau ovale il y a à peu près un an. You're not in a good position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Bref, revenons au système de défense iranien. La défense en mosaïque, c'est justement un concept de guerre qui a été développé après 2003 par les gardiens de la Révolution. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont organisés de manière très décentralisée parce que le régime sait qu'il est désavantagé justement dans une guerre classique. Et l'idée, c'est de préparer le pays à un scénario d'attaque ou même d'occupation, en fait, en s'appuyant sur une forme de guérilla organisée à l'échelle du territoire. La décentralisation du commandement militaire s'est accentuée à mesure que les gardiens de la Révolution ont étendu leur influence dans la société. Cette emprise s'est encore renforcée après la répression du mouvement vert en 2009. Dans cette guerre asymétrique, la défense en mosaïque permet d'absorber les chocs. C'est ce qu'il s'est passé le premier jour de la guerre lorsqu'une frappe israélienne a provoqué la mort du guide suprême et de plusieurs hauts responsables iraniens. Très affaibli, le régime a quand même été en capacité de répliquer. Ça signifie que le commandement est très dispersé et que donc les unités locales peuvent agir de manière autonome sans attendre des ordres centraux. Et c'est ce qui rendrait le système plus résilient aujourd'hui, parce que si des frappes détruisent des centres de commandement ou des bases, comme on a pu le voir depuis le début du conflit, les autres unités justement peuvent continuer de fonctionner et ça évite une paralysie du système. Les gardiens de la Révolution sont donc imprévisibles. Une semaine après le début de la guerre, le président iranien a même présenté ses excuses à ses voisins du Golfe. On continue. Mais alors on peut se poser une question. Est-ce que les Américains avaient anticipé la capacité de représailles du régime iranien ? I can't say that we anticipated necessarily that's exactly how they would react, but we knew it was a possibility. Je pense pas qu'ils ont sous-estimé les stocks iraniens, parce qu'ils ont des capacités de renseignement qui sont très importantes, mais je pense qu'ils ont sous-estimé la résilience du système iranien. Ayatollah Khamenei is dead. La disparition du guide suprême aujourd'hui ne signifie absolument pas l'effondrement du système. Donc il ne faut pas confondre la figure centrale et l'architecture institutionnelle. C'est vrai qu'après 37 ans passés au pouvoir, Ali Khamenei a eu le temps de préparer sa succession. Une semaine après sa mort, c'est son fils Mojtaba Khamenei qui lui a succédé. We will find and hand down whoever is plotting against Israel. I don't care what will be his name, who was his father. Des doutes planent sur l'état de santé du nouveau guide suprême. Il a échappé de peu à la frappe du 28 février et il n'est toujours pas apparu en public depuis. Toujours est-il que son accession au pouvoir ancre un peu plus l'emprise des gardiens de la Révolution sur le régime.
Le guide suprême aujourd'hui en Iran dispose d'un pouvoir très large qui supervise les grandes orientations du pays. Il contrôle l'armée, il influence des décisions clés comme par exemple le Conseil des gardiens qui valide en fait les lois et les candidatures aux élections. Particulièrement résilient, le système politique iranien est né de la révolution de 1979. La République islamique s'est fondée sur un système politique complexe doté d'institutions solides. La particularité du système et du régime iranien, c'est qu'il fonctionne avec deux piliers qui coexistent. L'appareil révolutionnaire et religieux qui encadre et oriente le pouvoir, et les institutions de l'État de l'autre côté qui sont, elles, issues du vote populaire, donc par exemple comme le président ou encore le Parlement. Résultat, il ne suffit pas de couper la tête pour que le régime s'effondre. Ce n'est pas un simple clan au pouvoir comme c'était le cas en Irak avec Saddam Hussein, en Libye avec Muammar Kadhafi ou plus récemment en Syrie avec Bachar el-Assad. En Iran, le système est conçu pour se régénérer de lui-même. La révolution de 1979 n'est pas juste un héritage, on va dire, symbolique. Elle structure encore la doctrine militaire iranienne qui est fondée sur la survie du régime, la symétrie et la résilience. Au-delà de la résilience du système, il y a un autre aspect qui a pu être négligé par les Américains, l'idéologie, notamment la haine viscérale du régime à leur égard. L'anti-américanisme est ancré dans le régime depuis sa création. C'est pourquoi l'Iran se prépare à cette guerre depuis très longtemps. Car aujourd'hui, le régime iranien combat pour sa survie. Et dans cette lutte existentielle, il y a un élément important qu'il faut prendre en compte, l'aspect religieux. Dans le chiisme, et particulièrement en Iran, la figure du martyr occupe une place en fait, qui est centrale. Le martyr est valorisé dans les discours officiels pour légitimer l'effort de guerre et encourager la résistance. La figure du martyr s'est renforcée dans les années 80 avec la guerre Iran-Irak. Un conflit responsable de plusieurs centaines de milliers de morts et qui a laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective iranienne. Aujourd'hui, cette figure sert le régime pour renforcer le sentiment national face à un ennemi perçu comme supérieur. Quant au coût de la guerre, il est avant tout supporté par la population, pris en étau entre les bombardements israélo-américains et un régime répressif. La population iranienne aujourd'hui, elle est loin d'être homogène. Au moins 10-15% selon les estimations, en fait, continuent de soutenir le pouvoir, notamment par intérêt ou par loyauté, tandis qu'une grande partie de la population rejette le régime, mais souhaite aussi que la guerre s'arrête. Dans les premiers jours de l'offensive, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont appelé le peuple iranien à se soulever. I say tonight that the hour of your freedom is at hand. ניצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר הרצחני הזה. Au mois de janvier, le régime a violemment réprimé les manifestations étudiantes, faisant plus de 30 000 morts. C'est l'une des répressions les plus meurtrières du XXIe siècle. Le régime aujourd'hui utilise aussi et mobilise le contexte de la guerre actuelle pour renforcer le contrôle interne. Donc les gardiens de la révolution ont prévenu que toute contestation serait réprimée encore plus durement. Israël et les États-Unis contrôlent le ciel iranien. Mais sans le déploiement de troupes au sol, la chute du régime semble aujourd'hui hors de portée.